Après avoir passé près de 20 ans comme agente secrète, elle découvre que l'homme en qui elle avait le plus confiance l'a trahie. Elle met alors en scène sa propre mort, usurpe l'identité d'une femme disparue et s'enfuit vers un autre royaume, bien décidée à enfin mener une vie ordinaire et paisible. Mais dès son premier jour de liberté, elle recueille une fillette abandonnée de 6 ans, attire l'attention d'un séduisant capitaine de la garde et devient, contre toute attente, la précieuse assistante de son oncle, un homme réputé pour son caractère particulièrement difficile. Désormais, tout en dissimulant des compétences qu'aucune simple domestique ne devrait posséder, elle devra se construire une nouvelle vie, élever une enfant qui n'a jamais connu l'amour et veiller à ne jamais révéler la dangereuse femme qui se cache derrière son identité soigneusement fabriquée. Elle souhaitait disparaître sans laisser la moindre trace, mais cette fausse identité pourrait bien la conduire à découvrir une famille et un bonheur qu'elle n'avait jamais cru possible. Tout comme il m'était impossible d'atteindre le soleil, peu importe jusqu'où je tendais la main, je pensais que c'était hors de portée. À vrai dire, je n'essayais même pas de l'atteindre. Elle abandonna son chapeau, lança ses chaussures du haut de la falaise, puis brisa son collier avant de le laisser tomber à son tour. C'était sa manière de faire ses adieux à la falaise qu'elle chérissait tant, ainsi qu'à la vie qu'elle avait menée jusqu'ici. Elle ne reviendrait jamais. Les forces spéciales du royaume de Hogul rapportèrent au chef Lancôme que Chloé avait été aperçue aujourd'hui aux falaises de Maltoul. Il leur ordonna d'enquêter immédiatement et d'inspecter également les rochers en contrebas. Sa fiancée craignait qu'il ne soit arrivé quelque chose à Chloé. Elle savait que leur fiançailles avait dû être un terrible choc pour elle. Depuis, Chloé avait beaucoup maigri. Pourtant, Lancôme refusait de croire qu'elle avait mis fin à ses jours. Il connaissait sa force de caractère. Séparée de sa famille à l'âge de 8 ans, elle avait été recueillie par Lancôme, qui n'était alors qu'un jeune employé. À présent âgée de 27 ans, elle avait vécu depuis ce jour comme agente au service du royaume de Hogul qu'elle tenait contenait un alcool fort. Elle répondit que oui. Le voyage allait être long. Après avoir partagé cette bouteille avec eux et les avoir laissés complètement ivres, tout ce dont ils se souviendraient d'elle serait son maquillage, son grain de beauté et ses cheveux roux. Pendant toutes ces années, elle avait travaillé sans relâche afin d'envoyer de l'argent à sa famille. Elle considérait Lancôme comme un grand frère et le respectait en tant que supérieur. Jusqu'au jour où elle découvrit sa trahison à sa vie d'agente. Victoria Sellers était une véritable personne disparue du royaume de Randall. Chloé avait le même âge qu'elle, et aucune des deux ne possédait de marque distinctive permettant de sa famille. Maintenant qu'elle avait traversé 2 frontières, il serait extrêmement difficile pour quiconque de la retrouver. Elle s'installa dans la capitale royale du royaume d'Ashbury. À partir de ce jour, Chloé décida de vivre sous l'identité de Victoria Sellers. Libre, sans être liée à qui que ce soit. Elle était convaincue que tout se passerait bien, car elle avait toujours su porter de nombreux visages. Elle commença par s'enregistrer dans l'auberge où elle allait séjourner. Puis, en se promenant dans les rues, elle aperçut une petite fille à l'air triste et solitaire. Elle poursuivit sa journée, découvrant les joies d'une vie ordinaire. Pourtant, à son retour, elle fut surprise de retrouver la même enfant, toujours assise au même endroit. Elle décida alors d'aller lui parler. La fillette, âgée de 6 ans, s'appelait Nona. Elle lui expliqua qu'elle ne s'était pas perdue. Sa mère lui avait simplement demandé de l'attendre ici. C'était avant que la cloche ne sonne 10 coups. Plus de 4 heures s'étaient écoulées. Pendant qu'elles attendaient, Victoria partagea un sandwich avec la petite. Nona le mangea avec bonheur. Une fois rassasiée, elle s'endormit paisiblement, la tête appuyée contre Victoria. À cet instant, Victoria comprit que la fillette avait très probablement été abandonnée. Elle décida de l'emmener dans un poste de garde, afin que les autorités puissent s'occuper d'elle. Soudain, un homme tenant un sac à main volé courut droit dans leur direction en criant « Écartez-vous !» Au début, Victoria envisagea simplement de l'éviter. Puis elle changea d'avis et lui fit un croche-pied. L'homme s'écroula aussitôt. C'est alors qu'un homme aux cheveux gris arriva en courant et maîtrisa le voleur. Il rendit ensuite le sac à sa propriétaire, avant de remercier Victoria pour son aide. Comme il allait remettre le voleur aux autorités, Victoria décida de l'accompagner. Une fois sur place,
L'un des gardes s'adressa à l'homme aux cheveux gris. « Excellent travail, capitaine Jeffrey Asher. » Jeffrey demanda alors à l'un de ses subordonnés de venir en aide à Victoria. L'employé lui expliqua que Nona devrait passer la nuit au poste jusqu'à l'arrivée, le lendemain, de la responsable chargée de ce genre de dossier. Victoria demanda alors si elle pouvait garder Nona avec elle à son hôtel pour la nuit. L'employé hésita. Comme Victoria venait tout juste d'arriver dans le royaume et ne disposait d'aucun garant, il trouvait cela risqué. Jeffrey intervint alors. Il déclara qu'il l'accompagnerait personnellement. L'idée de laisser cette petite fille seule dans ce poste de garde austère lui faisait de la peine. Victoria le remercia, même si elle n'aimait pas déranger le capitaine du 2e ordre des chevaliers. Elle lui expliqua qu'elle venait du royaume de Randall et que toute sa famille avait péri dans un incendie. C'était pour tourner cette page de sa vie qu'elle était venue s'installer ici. Elle avait préparé cette histoire afin d'avoir à raconter le moins de mensonges possible. Après tout, il est bien plus facile de soutenir une histoire qui risque moins de s'effondrer. Jeffrey fut surpris par sa parfaite maîtrise de la langue du royaume et la complimenta. Arrivé à son auberge, il lui souhaita une bonne nuit. Une fois seule, Victoria verrouilla soigneusement la porte avant de bloquer la poignée avec une chaise. Il y a également le manque total d'expression sur le visage de la fillette. La seule chose que sa mère lui avait toujours apprise était de rester silencieuse. Et Nona avait... Et même si cela arrivait, comment pourrait-on faire confiance à quelqu'un qui avait déjà abandonné son propre enfant? Elle essaya de se convaincre de ne pas s'attacher davantage. Après tout, elle ne pouvait pas élever une enfant. Pourtant, elle emmena Nona acheter un ruban bleu qui mit merveilleusement en valeur ses magnifiques cheveux blonds. En se voyant dans le miroir, le visage de Nona s'illumina enfin. Victoria courut vers elle et la prit dans ses bras. Puis, elle déclara qu'elle souhaitait l'adopter. Pendant que Nona s'amusait à regarder son reflet dans la fontaine, Victoria et Jeffrey discutèrent ensemble. Jeffrey accepta avec plaisir de devenir le garant de Victoria, ce qui lui permettrait d'entamer les démarches nécessaires pour adopter Nona. Selon lui, cette enfant innocente était une citoyenne du royaume et méritait d'être protégée. Il demanda cependant à Victoria pourquoi elle avait décidé de recueillir cette petite fille. Victoria répondit que les yeux de Nona semblèrent lui crier « Aidez-moi !» Il y a longtemps, elle avait connu une autre jeune fille qui portait exactement le même regard. En repensant à cette jeune fille, Victoria tendit instinctivement la main avant même de s'en rendre compte. Jeffrey se leva et avoua qu'il se sentait coupable. La veille au soir, ni Victoria ni Nona n'avaient dîné. Il savait que Victoria n'aurait jamais laissé Nona seule pour aller chercher quelque chose à manger. Il en conclut qu'elle s'était probablement couchée le ventre vide. Il regretta de ne pas leur avoir apporté de quoi manger et voulut se rattraper en les invitant toutes les deux au restaurant. Victoria accepta, mais à une seule condition. Nona devait les accompagner. Victoria expliqua ensuite à la fillette qu'elles allaient chercher un endroit où vivre. Elle voulait cuisiner chaque jour les plats que Nona aimait. La petite gardait toujours les yeux baissés. Mais, à partir d'aujourd'hui, elle formait une famille. C'était une chaleur que Nona n'avait encore jamais connue. Victoria visita plusieurs logements. Pourtant, on lui refusa chaque fois la location, simplement parce qu'elle était accompagnée d'une enfant. Elle n'en revenait pas de voir à quel point c'était difficile. Au fond d'elle-même, elle espéra que tous les propriétaires qui l'avaient rejetée marcheraient un jour dans une crotte de chien. Elle finit par dire à Nona qu'elle reprendrait leurs recherches une fois la nuit tombée. Elle souhaitait que la fillette reste à l'auberge. Mais Nona ne voulait pas rester seule. Victoria céda finalement. Elle accepta de l'emmener avec elle, à condition qu'elle lui promette 2 choses. Rester parfaitement silencieuse lorsqu'elle le lui demanderait. Et si jamais elle lui ordonnait de courir, se cacher aussi vite que possible. Nona ne protesta pas. Ou peut-être ne savait-elle tout simplement pas comment se comporter comme une enfant, puisqu'elle n'en avait jamais eu la possibilité. Victoria décida alors de lui apprendre à se protéger. Si un jour une situation dangereuse survenait, pleurer ne suffirait pas à résoudre le problème. Une fois prête, quelqu'un frappa à la porte. C'était Jeffrey. En les voyant, il eut un instant de surprise. « Vous êtes toutes les deux très élégantes », leur dit-il. Lorsqu'il les conduisit au restaurant, tous les regards se tournèrent vers eux. Les gens se mirent à chuchoter.
Victoria se sentit légèrement mal à l'aise. Elle ne voulait pas attirer la jalousie d'une femme qui aurait des vues sur Jeffrey. Celui-ci éclata de rire. Il lui assura qu'il n'y avait personne de ce genre. Victoria pensa malgré tout qu'il était bien trop séduisant pour que cela soit vrai. Ils passèrent un agréable dîner. Lorsque Jeffrey apprit que Victoria et Nona comptaient en partir visiter des logements après le repas, il insista pour les accompagner. Jeffrey a insisté pour les accompagner. Comme il était venu avec elle, Victoria ne pouvait pas examiner les environs efficacement, au risque de révéler son adresse à d'autres. C'était impensable pour un agent, mais elle doutait que Jeffrey soit du genre à s'introduire chez elle pour les tuer. Après leur avoir souhaité bonne nuit, Victoria inspecta le sol. Aucune empreinte, aucune défraction. Elle retira le ruban de Nona, ce qui la réveilla. Nona devait absolument dire à Victoria que l'agneau était délicieux. Nona remercia Vicky. Victoria trouva si heureuse, remplie de rire. Elle chatouilla Nona, qui n'était pas habituée à ce genre de bonheur, et éclata de rire. Victoria voulait lui enseigner. « Je comprends que je suis tenue de vous envoyer, en tant que garant, un rapport mensuel. Vous recevrez mon rapport à l'ordre dans un mois. » Il trouva qu'elle était très méthodique et poussa un soupir. Si le destin le permettait, il était certain qu'il la reverrait. De retour chez lui, le frère de Jeffrey, Edward, vint le voir et lui demanda des nouvelles de la jeune femme avec qui il était sorti. Il était surpris que Jeffrey soit allé à un rendez-vous avec une femme. Edward se demanda depuis combien de temps cela ne lui était plus arrivé. Il voulait savoir si son frère s'était amusé. Jeffrey admit qu'il avait rencontré une jeune femme étrangère qui venait d'arriver dans leur pays, ainsi que la fillette de 6 ans qu'elle avait prise sous sa protection. Il rappela ensuite à Edward qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour lui, puisque celui-ci avait déjà son propre héritier dont il devait se préoccuper. Edward mentionna alors que leur oncle avait engagé une nouvelle assistante très talentueuse qui parlait apparemment plusieurs langues et excellait dans les tâches ménagères. Chez leur oncle, Jeffrey remarqua que Bernard semblait particulièrement de bonne humeur et que la maison était propre et parfaitement rangée, exactement comme lorsque sa femme était encore en vie. Tout cela grâce à la nouvelle assistante. Cette dernière entra alors dans la pièce pour leur annoncer que le repas était prêt. Jeffrey fut stupéfait de découvrir que cette nouvelle assistante n'était autre que Victoria. 2 semaines plus tôt, Victoria avait rencontré Yolana Haynes, qui la remercia de lui avoir attrapé le voleur l'autre jour. En l'observant, Yolana trouva les mouvements de Victoria élégants et gracieux. Elle se demanda si Victoria venait du pays de Galles. Maintenant qu'elle avait un travail, Victoria prévoyait de louer un appartement. Yolana lui proposa plutôt de vivre dans l'annexe de plain-pied qu'il possédait. Elle disposait même d'une salle de bain et d'une cuisine. En tant qu'ashburienne, elle souhaitait exprimer sa gratitude à Victoria pour avoir recueilli Nona et avoir pris soin d'elle. Victoria décida alors de rédiger un contrat. Le lendemain, en examinant le contrat, Yolana le trouva remarquablement solide. Elle fut très satisfaite de Victoria et décida même d'augmenter son salaire de moitié. C'est alors que Victoria précisa qu'elle travaillait comme assistante et femme de chambre pour Bernard. Soudain, une rafale de vent emporta le chapeau de Yolana, qui alla se coincer dans les branches d'un arbre. En apprenant que ce chapeau avait été offert par son défunt mari, Victoria s'excusa un instant. Elle s'élança alors en courant, prit appui sur un mur pour rebondir, s'éleva plus haut et récupéra le chapeau. En retombant, elle expliqua à Yolana qu'elle avait été un véritable garçon manqué dans son enfance. Yolana la trouvait cultivée et raffinée. Il n'était donc pas étonnant qu'elle puisse travailler pour un érudit aussi exigeant. Dans le bureau de Bernard, Victoria entra pour lui annoncer qu'elle avait terminé la traduction du document qu'il lui avait confié la veille. Il n'en revenait pas qu'elle ait pu accomplir ce travail en une seule nuit. En vérifiant attentivement le document, il n'y trouva pas la moindre erreur. Il était irréprochable. Pendant que Nona parcourait sa bibliothèque, il lui demanda quel était son plat préféré. Nona répondit qu'il s'agissait de l'agneau rôti préparé par Vicky. Comme Bernard appréciait lui aussi particulièrement l'agneau rôti, il demanda à Victoria de lui en préparer pour le dîner de ce soir-là et leur proposa de se joindre à lui. Il lui offrit de payer les ingrédients ainsi que les heures supplémentaires, mais Victoria refusa, estimant que c'était une excellente occasion pour Nona de partager un repas avec quelqu'un d'autre qu'elle. Après plusieurs échanges,
Bernard n'eut d'autre choix que d'accepter. Victoria était vraiment têtue. Pendant le dîner, le repas était bien meilleur qu'il ne l'avait imaginé, et Nona fut du même avis. Victoria lui rappela alors de ne pas parler la bouche pleine, sinon tout le monde finirait par en rire. Au départ, Bernard pensait qu'employer quelqu'un ayant un enfant à charge était hors de question, mais il n'avait rien contre les enfants bien élevés. Il n'avait pas passé un repas aussi agréable depuis le décès de son épouse. Le lendemain, Eva annonça que le salaire de Victoria serait triplé. C'était amplement mérité pour quelqu'un qui parlait couramment 4 langues et qui excellait également en cuisine et dans les tâches ménagères. Sans compter que Victoria avait transformé le bureau lugubre de Bernard en un véritable cabinet d'érudits. Eva avait même l'impression que quadrupler son salaire ne suffirait pas à récompenser son travail. Lorsqu'elle renversa accidentellement un vase, Victoria le rattrapa instantanément avant qu'il ne tombe et le reposa délicatement sur la table. Cela donna encore plus envie à Eva d'avoir une employée comme elle. Avant de partir, elle demanda un service à Victoria. Ils allaient le célébrer ici, le 65e anniversaire de leur oncle, en présence de plusieurs membres de la famille. Elle demanda donc à Victoria de s'occuper de tous les préparatifs et lui promit de la rémunérer en conséquence. Nous revenons ensuite au présent, et Jeffrey comprend désormais comment Victoria s'est retrouvée ici. Jeffrey mentionna ensuite qu'il avait rencontré Victoria lorsqu'elle avait fait trébucher le voleur qu'il poursuivait. Il la trouvait vraiment intrépide. Victoria lui expliqua que, grâce à cet incident, elle louait désormais une annexe appartenant à la victime du voleur à la tire, Lady Haynes. Lorsqu'elle ajouta que Yolana était une femme gentille et merveilleuse, Edward ne fut pas vraiment surpris. Après tout, elle avait réussi à apprivoiser leur oncle. Après la fête, Jeffrey resta un moment pour discuter avec Victoria pendant que ses frères et sœurs rentraient chez eux. Un peu embarrassé, il lui demanda si elle et Nona accepteraient de dîner de nouveau avec lui. À cet instant, Victoria comprit ce que cela signifiait. Autrefois, lorsqu'elle était agente, elle avait déjà simulé des romances afin d'obtenir des informations, mais cette fois, c'était différent. Cependant, elle répondit qu'une femme comme elle n'avait rien à faire à fréquenter de près la noblesse. Jeffrey lui expliqua qu'il n'était pas l'héritier de la famille et qu'elle n'avait donc pas à se soucier des différences de rang social. À ce moment-là, Nona se réveilla et courut se jeter dans les bras de Victoria. Pour l'instant, élever Nona restait sa priorité absolue. Jeffrey proposa alors que tous les trois partent faire un pique-nique. Il n'était décidément pas prêt à abandonner. Nona se montra très enthousiaste, et voyant qu'elle l'appréciait beaucoup, Victoria accepta. Quelques jours plus tard, ils se rendirent dans un endroit paisible, au cœur de la forêt. Victoria avait déjà fait semblant d'organiser des pique-niques, seule ou dans le cadre de son travail, mais elle n'avait jamais emmené un enfant avec elle. En y réfléchissant, elle réalisa qu'elle n'avait jamais fait de pique-nique lorsqu'elle était enfant non plus. Nona se mit à lancer des pierres contre un arbre et toucha chacune de ses cibles. Jeffrey trouva cela impressionnant. C'est alors que Nona déclara que Victoria était encore meilleure qu'elle. Jeffrey lui demanda alors d'en faire une démonstration. Un peu gênée, Victoria demanda au capitaine de commencer. Il atteignit exactement le même point 3 fois de suite, sans la moindre erreur. Même si Victoria manqua ses lancers, Jeffrey resta impressionné. Elle lui expliqua que c'était parce qu'elle avait été un véritable garçon manqué dans son enfance. Elle allait décidément continuer à utiliser cette excuse, n'est-ce pas? Nona commença ensuite à grimper dans un arbre et affirma une nouvelle fois que Vicky était meilleure qu'elle. Victoria précisa immédiatement qu'elle n'avait aucune intention de grimper dans cet arbre. En voyant la petite Nona arracher une branche, Jeffrey s'inquiéta. Victoria lui expliqua qu'elle enseignait simplement à Nona tout ce qu'elle savait. Après tout, si elle évitait le moindre danger, elle deviendrait une femme qui n'existerait que pour être protégée. Ils installèrent ensuite leur pique-nique au milieu d'un champ de fleurs. Là, Victoria expliqua à Jeffrey qu'elle avait autrefois travaillé comme cuisinière et ajouta que les langues étrangères étaient sa passion. Elle expliqua qu'elle était née dans une famille pauvre et qu'elle avait dû apprendre à tout faire. Après tout, cela faisait partie de son travail. Nona accourait souvent pour la serrer dans ses bras, parfois même en l'enlaçant par derrière. Victoria en était complètement attendrie. Elle n'avait jamais imaginé à quel point les enfants pouvaient être précieux.
Nona lui offrit ensuite des fleurs et lui demanda si Vicky était heureuse. Victoria répondit que oui, et qu'elle passait un merveilleux moment. Après le pique-nique, Jeffrey regretta de ne pas avoir engagé un cocher, afin de pouvoir profiter du trajet du retour, pour discuter avec Victoria. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle sache également conduire une calèche. Certains diraient qu'elle touche à tout sans être spécialiste de rien. En lui caressant les cheveux, il se dit pourtant que cette description ne lui rendait pas justice. S'il s'était agi d'un travail, c'est à ce moment-là qu'elle aurait affiché un sourire radieux. Mais cette fois, elle ne savait même plus quelle expression elle avait sur le visage. Selon la personne qui l'accomplissait, un geste pareil aurait pu lui donner la chair de poule. Pourtant, venant de lui, ce n'était pas désagréable. Victoria avait déjà accompli de nombreuses missions, mais elle n'était jamais réellement tombée amoureuse et n'avait jamais vécu un véritable pique-nique. Il devait encore exister tant de choses qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de découvrir. Cependant, il n'y avait aucune raison de se presser. Ce serait agréable de combler peu à peu ces vides, et elle disposerait ainsi de nouvelles facettes qu'elle pourrait utiliser au besoin. Plus tard, Eva et Bernard furent surpris d'apprendre qu'elle allait assister à un bal organisé par la famille royale. Au début, Victoria avait refusé l'invitation de Jeffrey, mais celui-ci lui expliqua qu'il lui fournirait une robe ainsi que des bijoux. Elle n'aurait qu'à rester à ses côtés et donner l'impression qu'ils étaient proches, surtout parce qu'il voulait s'en servir pour éloigner les autres prétendantes. Il en avait assez que son supérieur cherche sans cesse à lui arranger des rencontres. De plus, il était persuadé que Victoria ferait une parfaite noble. Comprenant la situation, Eva proposa avec enthousiasme de s'occuper de Nona à la place de Victoria, se sentant coupable qu'elle doive toujours prendre soin à la fois de Nona et de Bernard. Même Nona lui dit d'accompagner le capitaine. Cette nuit-là, Victoria entra dans la chambre de Nona et constata qu'elle avait encore du mal à s'endormir. Il était évident que Nona ne voulait pas rester seule, mais elle n'aimait pas entendre les gens avoir de la peine pour Victoria. En la prenant dans ses bras, Victoria lui dit que vivre avec elle lui apportait beaucoup de bonheur et lui expliqua qu'Eva ne pensait pas cela de cette manière. En apprenant que Vicky allait porter une robe et des bijoux, Nona éclata de rire. Elle voulait voir Vicky se transformer en princesse. Puis elle s'endormit dans les bras de Victoria. Pendant ce temps, Lancôme tenait le collier de Victoria dans sa main, se rappelant qu'il le lui avait offert pour célébrer son premier emploi. Comme son corps n'avait jamais été retrouvé, il soupçonnait qu'elle était peut-être tombée, en essayant de récupérer son chapeau emporté par le vent. Certains disaient qu'il était devenu si accablé par le chagrin qu'il avait énormément maigri. Malgré tout, il se demandait si elle était encore en vie quelque part. 10 ans plus tôt, avant de partir en expédition, Jeffrey fit ses adieux à sa fiancée. Il voulait voir son visage une dernière fois avant son départ et lui promit de revenir sain et sauf. Après tout, il partirait aux côtés de son frère, Cassius, sur qui l'on pouvait toujours compter. Cassius comptait également sur Jeffrey pour veiller sur sa sœur. Pourtant, malgré le fait qu'il fût son fiancé, Jeffrey ne remarqua pas à quel point elle souffrait. Après qu'elle mit fin à ses jours, il fut envahi par les remords, convaincu qu'il n'avait pas su devenir quelqu'un sur qui l'on pouvait vraiment compter. Nona resta émerveillée en voyant Victoria vêtue de sa magnifique robe. Elle trouvait qu'elle ressemblait à une véritable princesse. Yolana était persuadée que Victoria et Jeffrey sortaient ensemble. Victoria lui expliqua alors que le capitaine l'avait invitée afin de tenir les autres femmes à distance. Malgré cela, Yolana estimait qu'il devrait simplement l'inviter à sortir franchement, sans chercher d'excuses. Ils étaient tous les deux célibataires, et de nos jours, les différences de rang social pouvaient parfaitement être surmontées. Yolana expliqua à Victoria que l'étincelle de l'amour était indispensable dans une vie. Et puis, Victoria était encore jeune. Si elle l'accompagnait pour éloigner les autres femmes, tout le monde penserait naturellement qu'ils étaient amoureux. Bien qu'elle sache que cela risquait de lui attirer des ennuis, Victoria était prête à assumer cette situation. Elle ne faisait jamais de promesses qu'elle ne pouvait pas tenir et respectait toujours sa parole. C'était sa règle de conduite. En retrouvant Jeffrey, celui-ci ne put cacher son admiration. Il avait choisi cette robe parce qu'il savait que cette couleur lui irait à merveille. Il ne faisait aucun doute qu'il susciterait ce soir-là la jalousie de bien des hommes. Après cela, Victoria fit ses adieux à Nona.
Yolana lui promit de s'occuper de Nona jusqu'au lendemain matin et lui dit qu'elle n'était pas obligée de rentrer chez elle cette nuit-là. Elle jouait parfaitement le rôle de l'amie qui encourage une romance. À leur arrivée au bal, tous les regards se tournèrent immédiatement vers Jeffrey et Victoria. Et pour cause. Cela faisait 10 ans que Jeffrey ne s'était pas présenté à un bal accompagné d'une femme. Le comte Wald s'approcha d'eux, surpris de voir Jeffrey en compagnie d'une dame. Peu après, Lady Gilmore vint également les saluer, et Victoria comprit que c'était le moment de jouer son rôle de « répulsif à prétendante ». La jeune femme rappela à Jeffrey qu'il pouvait simplement l'appeler Florence. Elle trouvait évidemment très inhabituel qu'il soit venu accompagner. En apercevant Victoria, Florence afficha clairement son mécontentement. Pour provoquer Florence, Jeffrey se pencha vers Victoria et respira délicatement le parfum de ses cheveux, ce qui mit Florence hors d'elle. Victoria, de son côté, aurait bien aimé qu'il se montre un peu moins démonstratif. À cet instant, le prince héritier et sa cavalière s'avancèrent sur la piste de danse, captivant tous les regards. Ils formaient un couple absolument parfait, tandis qu'ils dansaient avec une grâce remarquable. Par la suite, Jeffrey invita Victoria à danser avec lui. Il va sans dire que leur prestation éblouissante laissa toute l'assemblée, y compris le prince héritier, complètement stupéfaite. Tous les regards se tournèrent vers eux, et lorsque la danse prit fin, ils furent chaleureusement applaudis. Jeffrey fut surpris de découvrir que Victoria excellait également en danse. Elle lui expliqua qu'on lui avait déjà demandé de jouer un rôle similaire par le passé. La personne qui essayait de jouer les entremetteurs pour Jeffrey n'était autre que le prince Conrad. À ce moment-là, Victoria remarqua un serveur dont le comportement lui paraissait suspect et en informa Jeffrey. Elle se demanda s'il en avait après les bijoux des invités. Comme l'homme semblait chercher quelqu'un, Jeffrey alla l'intercepter. Profitant de cette occasion, Victoria s'éclipsa discrètement en sautant depuis le balcon. Mais elle entendit soudain de l'agitation à l'intérieur. Elle en déduisit que le capitaine avait laissé le suspect lui échapper. Cependant, elle savait déjà que cet homme abandonnerait très probablement son uniforme afin de ne pas attirer l'attention. Comme prévu, elle le surprit au moment où il essayait d'enlever son uniforme devant elle. Victoria le mit rapidement hors d'état de nuire grâce à ses remarquables talents en arts martiaux. Lorsque les gardes arrivèrent sur les lieux, elle disparut une nouvelle fois en escaladant le mur. Elle retourna ensuite au bal et retrouva Jeffrey. Celui-ci lui demanda de rentrer chez elle avec sa voiture et son cocher. Malheureusement, il ne pouvait pas encore quitter les lieux. Bien que le coupable ait été capturé, Victoria trouva que la sécurité de cet endroit laissait à désirer. Cela jouait toutefois en sa faveur. Elle demanda au cocher de la déposer devant une boutique du quartier sud, expliquant qu'elle souhaitait se changer. Comme on pouvait s'y attendre de la part des domestiques du duc, il savait qu'il ne fallait pas poser de questions. Après avoir enfilé des vêtements ordinaires, Victoria se dit que cela faisait longtemps qu'elle n'avait plus agi de cette façon. Pour cette raison, elle ne voulait pas rentrer immédiatement voir Nona, sachant que la petite remarquerait aussitôt que quelque chose n'allait pas. Avant de rentrer, elle décida donc de faire une courte halte dans un bar. Victoria n'avait pas ressenti ces sensations depuis longtemps. La satisfaction d'avoir traqué, immobilisé et maîtrisé un criminel. Cette nervosité mêlée d'excitation qui donnait l'impression que tout ce qui l'entourait ralentissait. Après lui avoir servi un cocktail, le barman semblait avoir les yeux rivés sur elle. Pendant ce temps, Victoria repensa au fait qu'elle croyait autrefois accomplir ce travail uniquement pour sa famille et pour Lancôme. Mais elle comprenait désormais qu'elle aimait réellement ce métier. Malgré tout, Victoria n'avait aucune intention de redevenir agente. Afin de protéger le bonheur qu'elle avait enfin trouvé, elle utiliserait toutes les facettes de sa personnalité dont elle disposait. Ailleurs, Conrad demanda au marquis McKenna s'il avait une idée de la raison pour laquelle il avait été pris pour cible. McKenna n'en avait absolument aucune. Il supposa que quelqu'un avait engagé un assassin, mais il ne voyait pas ce qu'il avait pu faire pour s'attirer une telle inimitié. Quoi qu'il en soit, sans l'intervention de Jeffrey, il serait mort. Jeffrey expliqua que ce n'était pas lui, mais Victoria, qui avait remarqué l'assassin. Conrad lui apprit que le premier garde arrivé dans le jardin possédait apparemment une excellente vision nocturne. Lorsqu'il avait atteint le coupable,
il avait aperçu de dos une femme qui disparaissait dans l'obscurité, sans toutefois l'avoir neutralisé l'assassin. Le garde n'avait perdu le suspect de vue que pendant quelques secondes, après avoir sauté dans le jardin. Même un soldat aurait eu du mal à mettre un homme hors de combat en si peu de temps. Cependant, personne ne savait à quoi ressemblait cette femme, si ce n'est qu'elle portait une robe. Une fois la réunion terminée, le prince héritier resta seul avec Jeffrey. C'est alors que Conrad lui révéla que, d'après le garde, la robe de cette femme était soit violet clair, soit bleu clair. Conrad avait le sentiment qu'il s'agissait de la jeune femme qui accompagnait Jeffrey. Jeffrey expliqua au prince héritier qu'il ne la connaissait que depuis peu et lui raconta les circonstances de leur première rencontre. En marchant dans les rues de la ville, Victoria réfléchissait au comportement du coupable. À en juger par sa manière d'agir, ce n'était pas un professionnel. Le mobile d'un crime aussi risqué devait forcément être une rancune personnelle. Cependant, elle pensait que tuer une personne que l'on détestait n'effaçait jamais les souvenirs du passé. Elle ignorait si le noble visé était une bonne ou une mauvaise personne, mais elle ne voulait pas que cet homme devienne un meurtrier. De plus, elle ne pouvait pas le laisser s'enfuir pour son propre intérêt. S'il avait réussi à s'échapper, tous les invités du bal auraient fait l'objet d'une enquête. En tant qu'étrangère fraîchement arrivée dans le pays, elle serait devenue l'une des principales suspectes, et Victoria voulait éviter cela à tout prix. Après avoir lu une histoire à Nona avant de dormir, Victoria l'aborda dans son lit et lui souhaita bonne nuit. Pendant ce temps, le frère de Conrad, Cédric, souhaitait rencontrer cette mystérieuse jeune femme. Persuadé qu'elle possédait des capacités extraordinaires, il voulait découvrir de quoi elle était réellement capable. Mais Conrad le lui déconseilla. Malgré tout, pour le bien de Jeffrey, il décida de faire discrètement surveiller Victoria. Conrad se sentait coupable du fait que Jeffrey avait hésité à tourner la page pendant 10 longues années. Il considérait que c'était son rôle d'endosser celui du méchant. 10 ans plus tôt, le premier ordre des chevaliers fut envoyé au combat. Conrad en prit le commandement, et il s'agissait de sa toute première campagne militaire. Lors du conseil de guerre, tandis que les chevaliers débattaient de la stratégie à adopter, Conrad décida qu'il valait mieux en finir avant l'arrivée des renforts ennemis. L'un des chevaliers l'avertit toutefois que l'ennemi bénéficiait d'un avantage géographique. Si l'ennemi découvrait leur charge de cavalerie, il risquait de subir de lourdes pertes. Le poids de cette décision reposait entièrement sur les épaules de Conrad. Malgré tout, les chevaliers lancèrent leur charge. Au cours de la bataille, Kaiser protégea le prince héritier d'une pluie de flèches. Il y perdit la vie. Geoffrey n'en croyait pas ses yeux. Sa fiancée avait déjà perdu ses parents, et désormais son frère jumeau venait lui aussi de disparaître. Lors des funérailles, elle ne versa pas une seule larme. Par la suite, Conrad présenta ses excuses à tous les deux pour ce qui était arrivé à Kaiser. Catherine était convaincue que son frère n'avait aucun regret d'avoir sacrifié sa vie au combat pour protéger Conrad. Elle s'approcha du prince héritier et lui demanda de relever la tête. À cet instant, Geoffrey la retint, révélant qu'elle tenait une dague dans sa main. Incapable de supporter davantage la perte de son frère, Catherine mit fin à ses jours. Après son enterrement, Geoffrey demanda à quitter le premier ordre des chevaliers. Conrad lui proposa alors d'intégrer le deuxième ordre. Il ne pouvait se résoudre à le voir partir. Alors qu'il rentrait en calèche, Geoffrey espérait que Victoria était bien rentrée chez elle. Il songea également que son Altesse royale semblait voir clair dans son jeu. Quelques heures plus tôt, lorsque Geoffrey avait raconté comment il avait rencontré Victoria, Conrad avait compris que leur première rencontre n'était qu'un simple hasard. Quelle que soit la façon de voir les choses, c'était Geoffrey qui faisait la cour à Victoria, et le prince héritier lui demanda pourquoi. Geoffrey répondit qu'il se sentait naturellement à l'aise en sa compagnie, parce que le regard qu'elle portait sur lui ne le mettait jamais mal à l'aise. Plus important encore, Victoria vivait comme une femme indépendante et avait eu le courage de recueillir puis d'élever une enfant abandonnée. Geoffrey savait désormais avec certitude qu'il était amoureux. Victoria Sellers était apparue un jour dans sa vie, devant cet homme qui n'avait jamais réussi à devenir quelqu'un sur qui l'on pouvait compter. Et face à lui se tenait une femme qui, elle, ne pouvait compter sur personne. Plus tard, le roi convoqua McKenna et lui ordonna de contacter leur agent à Randall afin d'enquêter sur